Bonjour, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà beaucoup à être connectés. Merci beaucoup de nous rejoindre, aujourd'hui. On a un sacré sujet pour vous aujourd'hui. On va parler, HACCP et obligations RH, d'affichage et de documents RH et moi je suis accompagnée par un duo fantastique, Gwenaëlle et Aminata. Gwenaëlle, je te laisse te présenter et présenter, l'entreprise que tu représentes. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui on va parler HACCP, et moi je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP. Donc on édite et on commercialise une application pour faire tous les relevés HACCP, pour tout ce qui est restauration et métier de bouche. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est, documentation obligatoire et affichage obligatoire côté hygiène. Super et Aminata, à toi? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, pour ce sujet qui promet d'être riche. Du coup, moi, je suis juriste chez Combo depuis, 4 ans et je m'occupe de toutes les problématiques liées au droit social et au RGPD. Exactement et nous, bah, donc on est Combo. Moi, je fais partie de Combo également. Combo, c'est une solution, RH tout en un pour les équipes terrain, donc commerce, boulangerie, restaurant, hôtel et on gère du planning à la paye, des congés payés aux documents RH, toutes des solutions pour en fait faire gagner du temps, à nos clients qui sont, au nombre de 10 000 à travers la France et en Europe. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, on aura plus d'informations sur Combo et Octopus HACCP, à la fin de ce webinaire. Pour moi, je voulais commencer et vous poser une petite question parce que vous allez pouvoir nous poser des questions évidemment, cher public, mais on va vous en poser également. Vous en êtes où en fait de votre développement? Est-ce que vous avez plutôt un restaurant, un hôtel? Est-ce que vous avez envie de vous lancer? Où vous en êtes de votre stade en fait de business? Donc voilà, n'hésitez pas à répondre directement sur le chat. Pour commencer, moi, je vais vous faire un petit topo sur les évolutions, réglementaires, récentes si vous en avez besoin. Donc on a, pour commencer, la police de sécurité sanitaire des aliments, qui est le nouvel organisme, je ne sais pas si vous le savez, de contrôle et qui remplace la DDPP, sur toutes ses missions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, on va avoir, 150 inspecteurs recrutés pour faire de plus en plus de contrôles. On a même 32 millions d'euros de budget qui ont été débloqués pour déléguer en fait les contrôles à des entreprises privées selon les régions. Donc voilà, donc ça augure beaucoup de contrôles à venir, tant bien hygiène que inspection du travail. On a effectivement plus de 80% de contrôles en plus cette année sur toute la France pour atteindre un objectif de 100 000 contrôles par an. Voilà, donc c'est assez conséquent et vous le savez, là, qu'est-ce qui se passe cet été? Qu'est-ce qui arrive? Les JO 2024, c'est impossible de les louper. On va avoir 100% des établissements à Paris qui vont être contrôlés. Donc voilà, c'est une donnée, assez importante à connaître. Mais au-delà de l'hygiène, on a également des risques de contrôle, d'inspection du travail à tout moment, sachant encore une fois que c'est 2 inspections qui sont évidemment séparées. Donc voilà, le but de ce webinaire, c'est d'être conforme, d'être prêt pour cette période qui va être charnière, on le sait. Et voilà, c'est pas juste en fait une histoire de contrôle, c'est même être anticipé, être en règle au quotidien pour votre métier, pour votre business. Et donc, si tous ces sujets vous préoccupent, en tout cas, vous êtes au bon endroit avec ce webinaire. Moi, j'ai une autre petite question à vous poser, cher public. Est-ce que vous avez déjà été, vous, confronté à une inspection de l'hygiène ou du travail et comment ça s'est déroulé? Voilà, n'hésitez pas à nous raconter tout ça. Pendant que vous nous expliquez un petit peu tout ça, Gwenaëlle, moi j'ai une question. Pour ceux qui se lancent ou qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux très rapidement définir ce qu'est la méthode HACCP? Alors, si vous vous faites contrôler et qu'on vous parle d'HACCP, déjà il faut savoir ce que c'est absolument. Donc la méthode HACCP, c'est tout ce qui va régir vos obligations en matière de traçabilité, de température, de plan de nettoyage. La traçabilité, ça va être tout ce qui est lié au contrôle à réception, la conservation des informations des étiquettes de traçabilité, tout ce qui est étiquetage en DLC secondaire. Les températures, c'est le contrôle de tout ce qui est enceinte froide, les températures de prépa, les refroidissements, les remises en temp. Et pour tout ce qui est plan nettoyage, qu'on appelle aussi PND, c'est tout ce qu'il va falloir nettoyer et désinfecter, les bons produits à utiliser, les documents à avoir, les fiches techniques et fiches de sécurité. Vous avez plein d'autres obligations sur plein d'autres sujets. Et c'est ce genre de choses que les contrôleurs vont aller vérifier chez vous. Mais au-delà du contrôle, c'est aussi important de le faire parce que ça garantit les bonnes pratiques d'hygiène dans vos établissements.
Bien sûr et c'est hyper important et justement Aminata, l'un des gros sujets aussi de ce webinaire, ça va être les affichages et les documents obligatoires en restauration et même métier de bouche d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut, afficher? C'est quoi un petit peu l'objectif de ces documents? Bah, j'ai envie de dire, il faut tout afficher. Mais comme on peut pas Un tout énorme tableau en liège et let's go, c'est parti. ça serait le top. De pouvoir tout afficher, évidemment, ça serait le top. Plus on en affiche et mieux c'est, j'ai envie de vous dire. Mais effectivement, il y a un certain nombre de règles et notamment d'obligations pour l'employeur en termes d'affichage. Alors évidemment, le premier affichage qui vient en tête et qui paraît le plus logique, ça va être les plannings. Et où est-ce qu'il faut afficher les plannings? Il faut toujours les mettre dans un endroit accessible au personnel, un endroit de passage. Il faut absolument pas que ces plannings soient affichés dans un endroit où les salariés ne passent jamais. Et je pense, et beaucoup d'employeurs le font d'ailleurs, notamment aux salles de pause. Vous voyez, aux salles de pause ou au moins une fois dans la journée, soit pour déjeuner, soit pour prendre une pause un peu plus courte, le salarié va poser, va y aller, excusez-moi, pas poser, mais y aller. Il s'agit de quoi quand je parle de planning? Il s'agit d'horaires collectifs. L'obligation qui est dans le code du travail, c'est une obligation d'afficher les plannings, mais par définition les plannings collectifs, parce que par définition les plannings dits individualisés, qui sont propres à chaque salarié ou à chaque équipe, l'employeur ne peut pas les anticiper puisqu'il ne les connaît pas en avance. Donc, ce qui doit être affiché, ce sont les horaires collectifs avec obligatoirement la mention des repos hebdomadaires. Et si le repos n'a pas lieu le dimanche, c'est le cas classique, il faut indiquer les jours et heures de repos collectifs. Ensuite, au-delà de l'affichage du planning, il y a également toutes les informations qui tournent autour de l'inspection du travail. Il va falloir afficher l'adresse, le nom, le prénom, les coordonnées, comment le salarié aura la possibilité d'entrer en contact, de joindre le référent, l'inspecteur du travail qui est attaché à son entreprise. Évidemment, les informations sur le médecin du travail, donc toutes les informations relatives à la médecine du travail, l'adresse, le nom et les coordonnées du médecin ou du service médical qui est compétent. Ensuite, tout un tas d'autres choses, les consignes de sécurité, les numéros d'appel des services de secours, donc pompiers, SAMU, etc. L'interdiction de fumer et de vapoter à l'intérieur de l'entreprise. Et puis enfin, le document unique d'évaluation des risques. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître être une liste un peu longue, mais on y reviendra, je pense. Ce sont des documents qui sont naturellement présents dans l'entreprise, à vrai dire, et pas très difficiles à se procurer et donc à afficher. Juste pour terminer, pour pas être trop longue, je dirais qu'il faut retenir qu'il peut y avoir des distinctions, des différences de législation en fonction de la taille de l'entreprise. Typiquement, si vous avez une entreprise de moins de 11 salariés, il va falloir afficher la procédure à suivre pour élire les membres du CSE. Vous savez, le CSE, le comité social et économique. Il va falloir prévoir également des panneaux de communication pour les syndicats, etc., etc. À partir de 50 salariés, là, il va falloir afficher le règlement intérieur qui va devenir obligatoire, vous savez, le palier de 50 salariés. Et puis, il va falloir également afficher les noms et les membres du CSE par collège. Donc, le collège des employés, le collège des cadres. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, un tableau ne suffira peut-être pas, mais deux ou trois, ça peut être pas mal, en effet. On a déjà une question de Simon, vu que tu en parlais, Aminata. Y a-t-il une obligation d'affichage, même si on a des plannings fixes qui sont inscrits dans les contrats? Alors, des plannings qui ne bougent jamais, Ouais, oui, il faut les afficher quand même. ouais, Mm. d'accord, très bien.
On a aussi une question pour toi, plus Gwenaëlle. Est-ce qu'il faut un agrément spécifique pour transporter des sandwichs ou salades froides du lieu de fabrication au lieu de vente, en sachant qu'on est sur une DLC jour J? Je ne comprends pas tout ce que je lis, mais c'est une bonne question. Alors, c'est une question très pertinente. Donc là, on n'est pas sur de l'affichage, on est sur de la documentation. Et moi, j'aime bien faire des réponses de Normand. En HACCP, la réponse est beaucoup « ça dépend ». En fait, pour les histoires de transport, la question c'est est-ce que vous êtes une cuisine centrale? Et dans ce cas-là, vous devez avoir un agrément, ça c'est obligatoire. Si vous n'avez pas d'agrément, ça veut dire qu'en fait, vous faites de la livraison, vous êtes un petit labo et vous livrez à moins de 80 km de chez vous, c'est une histoire de distance, et vous livrez sur des petites quantités. En fonction des produits, il y a des diagrammes de volume qui sont définis. En fait, grosso modo, c'est si vous faites de l'artisanat en petite quantité, que vous allez livrer des sandwichs ou des salades à la boulangerie d'à côté, que vous produisez dans un labo qui doit être aux normes, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'agrément que vous faites ça dans votre cuisine, à la maison, dans votre salle de bain. Vous n'avez pas besoin d'agrément, parce qu'on considère que c'est un impact tout petit. Si par contre vous faites ça de manière plus grande, oui, vous devez avoir un agrément. Mais en fait, l'important, d'un point de vue documentation, pour rejoindre le sujet du webinaire, c'est pas tant l'agrément, c'est le fait que vous devez documenter tout ça. En fait, vous devez noter tout ce qui est départ, arrivée, etc. Donc ça, c'est des choses que vous devez documenter. Et justement, Aminata en parlait des documents obligatoires à afficher. Côté hygiène, est-ce que toi, Gwenaëlle, ou toi, Aminata, vous pourriez nous éclairer sur les documents obligatoires à afficher? Alors, côté hygiène, il y a une petite blague dans le sujet, c'est qu'il faut plein de documents, mais l'affichage, les inspecteurs, ils ne sont pas forcément fans. Pourquoi? Parce que quand c'est mis sur les murs, c'est sale. Alors souvent, on voit des plans de nettoyage qui ont été plastifiés, où il y a encore une giclette de sauce tomate d'il y a 2 semaines et les trucs sont tout crado. Donc en fait, ça, ils ne sont pas très fans. Mais dans les faits, parfois, c'est conseillé de les afficher pour que tout le monde y ait accès. La question, c'est que si c'est affiché et que c'est sale, du coup, mieux vaut pas les afficher. Donc en fait, en HACCP, la question n'est pas tant sur l'affichage, mais plus sur le fait de mettre à disposition de manière facile d'accès les éléments, au moins dans des lieux qui ne soient pas complètement sales. Afficher des documents au-dessus d'une friteuse, c'est jamais une bonne idée, ça prend feu et ça se salit. Mais surtout, voilà, l'idée, c'est est-ce que ça garantit le fait de pouvoir faire un nettoyage et une désinfection de la cuisine. Et les documents, du coup, qui sont plus des documents à avoir et à présenter en cas de contrôle, ça va être le plan de maîtrise sanitaire. Et je sais que parmi les restaurateurs, 80% n'en ont pas. C'est pas la fin du monde, mais ça reste obligatoire. Tous les documents de traçabilité, bon de livraison, conservation des étiquettes de traçat. Mais du coup, on ne va pas les afficher au mur, mais on doit les avoir et être capable de les présenter facilement, d'ailleurs que ce soit de manière dématérialisée ou physique. Tout ce qui est relevé de température et avoir évidemment son plan de nettoyage à jour, ses fiches techniques et ses fiches de sécurité. Et c'est pareil, c'est que ce soit affiché quelque part ou que ce soit de manière dématérialisée, il faut pouvoir y accéder facilement. Et alors, tous ces documents, effectivement, affichés ou non, pour toi, Aminata, c'est quoi la durée de conservation de ces documents? Ça va dépendre du document concerné. Par exemple, les éléments du registre unique du personnel doivent être conservés pendant toute la durée du contrat de travail du salarié. Les accords d'entreprise vont être affichés pendant toute la durée de l'exécution de l'accord d'entreprise. Typiquement, si dans votre accord d'entreprise, vous décidez de mettre en place je sais pas moi, telle ou telle règle sur le télétravail, par exemple, ou telle autre règle sur la gestion, la contrepartie des heures supplémentaires. Tant que vous appliquez ces règles-là, il faudra afficher cet accord-là, parce qu'en cas de contrôle, l'inspecteur il va vous dire, OK, vous appliquez telle règle aujourd'hui dans votre entreprise, mais moi, je vois pas l'affichage. Les coordonnées du médecin du travail, tant que vous avez une entreprise, vous avez besoin d'avoir une médecine du travail, il va falloir les afficher. Donc, en réalité, tant que vous êtes dans votre activité, que vous avez des salariés, il faudra afficher vos plannings. Alors évidemment, le planning de la semaine 1, il ne doit pas rester 6 mois affiché. Enfin, je veux dire, ça c'est logique. Mais en respectant, pour les plannings, si je reprends l'exemple des plannings, en respectant ce qui est préconisé dans votre convention collective ou même dans un accord, ou si vous voulez juste simplement vous en tenir au cadre légal général, c'est minimum 3 jours
avant, avant la semaine concernée. Ce qui est recommandé, c'est 7 jours, mais une fois que la semaine elle est passée, bah, vous pouvez enlever ce planning-là. Vous voyez, vous Bien n'avez pas sûr, besoin, oui. vous avez pas besoin de le laisser afficher. J'imagine, sinon ça s'accumule et ça devient ingérable et Alors pour qu'en HACCP, c'est un peu le ouais. contraire. Ah! Très bien. En fait, quand toi, Aminata, du coup, tu as besoin d'avoir énormément de choses qui sont affichées, mais pas forcément de garder, en HACCP, c'est le contraire. On n'est déjà pas forcément obligé d'afficher sur les murs pour des questions d'hygiène, mais surtout, en fait, on doit conserver les données parce que l'objectif, c'est d'être capable de faire de la rétrodocumentation, de faire de l'historique. Donc, en fait, on veut savoir, et la durée est super longue. En général, c'est 1 an. Alors, la réglementation n'inscrit pas le 1 an sur tous les sujets HACCP. Sur certains, elle le fait, mais sur d'autres, non. C'est souvent c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, c'est les protocoles en vigueur dans les corporations métiers. Et tenez-vous bien sur tout ce qui est DDM. Donc, c'est les durées de vie longues des produits, type les conserves, les surges, tout ce qui n'est pas sur un jour précis, qui est par exemple mois, année ou juste année, ça va jusqu'à 5 ans. Alors, de vous à moi, franchement, à quoi ça sert? J'en sais rien. Parce que si quelqu'un a été malade, en général, il vous a prévenu avant 5 ans. Mais voilà, vous devez garder toutes ces informations entre 1 an et 5 ans. 5 ans, c'est vraiment pour les DDM. Le reste, c'est 1 an. Ça fait une paperasse Ouais. gigantesque. C'est pour ça que la question de la dématérialisation est quand même intéressante. Par contre, il n'y a aucune obligation de garder le papier en papier. L'important, c'est d'être capable de fournir l'information. Il y a une obligation de résultat, pas de moyens. Donc voilà, c'est un peu l'opposé du RH en HACCP, c'est garder tout le temps, le plus longtemps possible, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre sur les murs. Ouais, faut de sacrés dossiers, également. On a une question, Gwenaëlle de Symphorien qui demande, Ouais. pour une formation HACCP, la faites-vous et à quel coût? Non, nous, on ne fait pas de formation. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients sur une application HACCP. Par contre, on fait des formations gratuites tous les mois. On a plein de supports de formation sur notre site web. Par contre, ce n'est pas des formations certifiantes et c'est gratuit. Donc, on vous conseille de vous rapprocher de professionnels de la formation. Les syndicats interprofessionnels peuvent vous en donner dans votre région. Il y en a beaucoup. Super, c'est bon à savoir. Et une autre question de Chloé. En ce qui concerne les bars, les règles appliquées sont-elles entièrement les mêmes qu'en cuisine? Donc, je pense que c'est aussi une question pour toi, Gwenaëlle. Alors, sur la HACCP, oui, à partir du moment où vous manipulez des denrées alimentaires, c'est un peu la même histoire. Et je pense qu'en RH, c'est pareil, que vous ayez un bar ou une cuisine ou une boucherie, même combat. Donc, oui, les durées d'archivage sont les éléments à conserver, les durées d'archivage, etc., sont les mêmes. Après, il y a des produits qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, un steak haché, on va avoir besoin de plus de traçabilité. Un Coca-Cola, franchement, il va rien se passer, quoi. Enfin, à moins que vous ayez une bulle carrée dans la bouteille, mais il va rien se passer. Donc, il y a moins d'obligations. Par exemple, honnêtement, j'ai jamais vu un contrôleur qui a aligné un barman parce qu'il n'avait pas gardé les étiquettes de traçabilité de son Coca-Cola. Par contre, parce que les briques de lait qui ne sont pas conservées au froid, qui sont à côté de la machine à café, qu'on ne sait pas depuis quand elles sont ouvertes, là, ouais. En fait, tout est question. En HACCP, c'est un peu différent qu'en droit du travail. En droit du travail, c'est la règle. Vous devez l'appliquer. Il y en a beaucoup à mettre en place. En HACCP, il y a un peu une part mouvante de ça dépend du type d'activité que vous faites. Parce qu'en fait, le risque est très lié à votre activité et c'est très, très complexe de tout cartographier, quoi. On a beaucoup plus de cas particuliers, ouais, j'imagine. Et alors, parmi tous ces affichages et ces documents obligatoires, question à vous 2 pour le coup, qui est responsable en fait de ces documents? Oh, c'est le gérant. De notre côté, en tout cas, c'est le gérant à 100%. Ouais, pas de manager, c'est vraiment l'entrepreneur, la Le personne. manager, il est toujours dans l'exercice de ses fonctions et il est sous la responsabilité du gérant de toute manière. Donc, c'est la responsabilité du gérant. Si on a un manager qui ne répond pas aux obligations qui ont été posées par le gérant, c'est la responsabilité du gérant qu'on viendra chercher. Alors après, à charge pour lui, derrière, s'il n'est pas satisfait du travail de son manager, de lui dire, bon, ben, moi, je t'avais demandé d'afficher tel et tel élément, tu ne l'as pas fait, je te sanctionne pour ça. Mais la responsabilité, elle pèse sur le gérant qui est l'employeur. L'employeur, ce n'est pas le manager, c'est le gérant.
Ouais, bien sûr et puis c'est lui qui payera les amendes éventuelles, qui aura les conséquences après légales, s'il y a des problématiques, bien sûr. Tout à fait. OK. En HSCP, il y a une petite nuance. En fait, il y a le responsable, mais si vous êtes un peu posé des questions sur HSCP, vous êtes restaurateur, vous avez dû entendre parler de référent HSCP. Donc, en fait, il y a une différence entre le responsable et le référent. En effet, le responsable, celui qui va payer les amendes, qui va fermer son resto, qui va se prendre une prune, c'est le gérant. Par contre, le gérant peut ne pas être formé à l'HSCP, ne pas être le référent HSCP et avoir un référent HSCP dans ses équipes. Alors, un référent HSCP, c'est quoi? En quelques secondes, c'est soit quelqu'un qui a eu un diplôme professionnel délivré après 2006, parce qu'en fait, en 2006, il y a eu le paquet hygiène, ça a changé la réglementation et les formations en école ont évolué. Et donc, ça veut dire que théoriquement, quelqu'un qui a eu un diplôme professionnel après 2006, donc BTS, CAP, BEP, Bac Pro, il a été formé à la HSCP, il a passé un diplôme là-dessus. Et si vous avez personne dans votre établissement, si vous faites que de l'assemblage ou des choses simples, ou vous êtes formé sur le tas et que vous avez personne qui n'a eu de diplôme professionnel, vous devez suivre cette formation obligatoire HACCP qui dure 14 heures. Et depuis le 1er janvier, ils ont encore changé la loi. Un coup, il y a de la pratique, un coup, il n'y en a plus. Donc là, maintenant, il y a de nouveau 2 heures de pratique à l'intérieur. Mais le référent, ce n'est pas le responsable. C'est 2 choses différentes. Par contre, le référent, c'est quelqu'un qui doit connaître la réglementation et qui doit, qui est la personne référente sur ces sujets-là, quoi. Bien Et sûr. lui, vous le devez le désigner. C'est-à-dire que si vous prenez un contrôle, on va vous demander qui est votre référent HACCP. Et là, il ne faut pas répondre il faut dire c'est moi ou c'est un tel. Et dans ce cas-là, il faut le certificat ou le diplôme ou l'attestation. Et ça peut être le gérant lui-même, bien sûr? Bien sûr. Ouais, d'accord, très bien. On a une question de Céline, encore pour toi, Gwenaëlle. Quelle est la durée d'archivage des relevés de température et des menus? Alors, la relevée d'archivage, moi, la durée d'archivage, je vous conseille 1 an pour les relevés de temp. Alors, c'est toujours pareil, c'est papier ou digital, comme vous voulez, mais il faut que ce soit 1 an. Les menus, il n'y a pas d'obligation de conservation, mais en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend dans quel business vous êtes. Si vous êtes dans de la restauration collective, on va vous demander une traçabilité un peu plus grande. Pourquoi? Pour des questions d'allergènes, pour des questions de plats témoins, pour des questions d'analyse microbio, pour plein de questions. Si vous êtes en restauration commerciale, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait épingler parce qu'il n'avait pas gardé les menus d'il y a 6 mois. En fait, c'est pas tant les menus qu'il faut garder, c'est la traçabilité des produits que vous avez utilisés. Donc, vos étiquettes de traçabilité. Et là, pareil, c'est 1 an. Donc, moi, je vous conseille plutôt les applications. Vous pouvez prendre des photos plutôt que la découpe ciseaux, papier et carton qui sont pas très bons. Très bien. On a aussi une question d'Olivia qui reparle de la formation en fait HACCP et qui demande en quoi consistent les 2 heures de pratique? Est-ce que le formateur regarde l'équipe travailler sur la pratique? Alors ça, c'est tout nouveau. En fait, ce qui est assez drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais l'année dernière, il y avait déjà eu une interdiction des formations en ligne. Cette année, 3 semaines plus tard, ils ont réautorisé les formations en ligne. Là, ils ont fait rentrer de la pratique, ce qui est quand même honnêtement pas con. Enfin, soyons honnêtes, c'est pratique de faire juste une formation sans comprendre. Il y a de la manipulation, mais la réglementation n'est pas allée très très loin sur le qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être manipulé, etc. Ça a l'air d'être un peu flou quand même. Et c'est tout frais. Et il se peut que dans quelques mois, ça change encore. Ça change encore, ouais. OK, très bien. On va passer maintenant à une partie, risques, sanctions, de ces 2 inspections. Aminata, je vais commencer par toi. C'est quoi l'objectif d'une inspection du travail? Qu'est-ce que va regarder l'inspecteur ou l'inspectrice? Bah, j'ai envie de répondre, l'inspecteur du travail, il peut tout regarder, tout ce qui est relatif C'est tout ce qui parti. est relatif au respect des règles du droit du travail et il peut, fouiller tous les enfin fouiller, j'exagère un petit peu, il va pas aller regarder, les comptes de l'entreprise, mais je veux dire, il peut aller dans les recoins de l'entreprise pour voir si, tel salarié a bien ses, chaussures de sécurité, si l'employeur a bien affiché, tous ses plannings, s'il procède bien au décompte des heures de travail de chacun de ses salariés, etc., etc. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est difficile. Alors, on peut anticiper un petit peu un contrôle d'inspection du travail, parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes sujets qui reviennent, sauf lorsque l'inspecteur du travail vient, parce qu'il sait pourquoi il vient. Là, quand il sait pourquoi il vient, il va vérifier 1 ou 2 points spécifiques
parce que c'est la raison de sa venue. S'il opère un contrôle comme ça, j'ai envie de vous dire, pour de forme, alors là, il va tout regarder. Il va regarder si l'obligation d'afficher les documents que je vous ai listés tout à l'heure est bien respectée, si le registre unique du personnel il est bien à jour et qu'il est correctement tenu, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un registre unique du personnel, il faut qu'il soit correctement tenu et la loi nous impose un certain nombre de choses spécifiques sur le registre unique du personnel. Si l'employeur a bien procédé au décompte des heures de chacun de ses salariés aussi, ça, il peut le regarder. Alors, il ne va pas le regarder sur 10 ans, il va se cantonner à une petite période, il peut regarder sur, je ne sais pas moi, un mois ou faire des contrôles comme ça de manière un peu aléatoire pour voir si, d'une manière globale, l'obligation est bien respectée. Le CSE, pareil. Est-ce que les entreprises qui ont plus de 11 salariés ont bien un CSE? Et s'il n'y a pas de CSE, est-ce qu'il y a bien eu un PV de carence pour montrer que voilà, il n'y a pas eu de candidat, etc., etc. Donc voilà, c'est assez large. Il peut vérifier un certain nombre de choses autour du droit du travail de manière assez large. Et tu le disais justement, l'inspection du travail peut venir soit parce qu'elle a été sollicitée par un employé ou même par l'employeur, le gérant lui-même, ou ça peut être une visite spontanée comme on disait là pour les JO. Pour le coup, les restaurants parisiens vont tous être contrôlés de façon, spontanée. Donc, voilà, mieux vaut être prêt et avoir des outils, comme, Combo, désolée de faire la promo, mais on est aussi là pour ça, pour, tenir à jour son registre du personnel, avoir tous ses documents, RH dématérialisés et dispo et surtout avoir les heures travaillées qui sont accessibles facilement. Et qu'est-ce qu'on risque en cas de non-conformité? Alors, il y a une gradation des sanctions, mais comme dans beaucoup de matières juridiques d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est pas un contrôle, une sanction. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail, c'est pas le méchant flic qui arrive et direct, il constate des non-conformités et il sanctionne tout de suite. Alors, il va sanctionner tout de suite quand il va y avoir des non-conformités dangereuses pour la vie d'un salarié, évidemment, et ça c'est logique, parce qu'il a un peu un rôle il a carrément même un rôle de protection quand même des salariés. Alors, si il constate il voit un salarié qui est sur un échafaudage et qui n'a pas le matériel adéquat et qui a un vrai risque pour sa sécurité, pour sa vie, là, effectivement, oui, il y aura une sanction, mais ces cas-là sont des cas, je ne vais pas dire rares, mais ce n'est pas tous les 4 matins qu'un inspecteur du travail se présente dans un établissement et qui constate ce genre d'irrégularité. Donc, il va y avoir une certaine gradation dans les sanctions. Le premier niveau, je dirais, ça serait une sanction dite administrative, une sorte qui a valeur d'avertissement, c'est-à-dire qu'il vient au sein de votre établissement, il constate un certain nombre d'irrégularités, ou même il vous demande même des précisions. Écoutez, j'ai constaté tel point de non-conformité, vous voudrez bien sous tel délai m'apporter telle et telle information. Donc là, ça va être, on est encore dans le cadre gentil. Je t'avertis, je te demande, je te laisse un certain délai pour pouvoir m'expliquer et ou te mettre en conformité. Deuxième niveau, un peu plus sévère, ça va être évidemment les sanctions pénales. C'est-à-dire que là, il va y avoir l'envoi d'un procès-verbal potentiellement au procureur qui, lui, qui a l'opportunité des poursuites, va décider s'il souhaite poursuivre ou non sur le plan pénal. Et puis, la sanction, je dirais, la plus grave en tant que professionnel, qu'un professionnel peut vivre, c'est la sanction, c'est la fermeture administrative. Et là, effectivement, c'est la sanction la plus importante. C'est-à-dire que l'établissement va être jugé non conforme par l'inspecteur et surtout, il va présenter un danger pour la santé du salarié. Et donc, du coup, là, effectivement, oui, une fermeture administrative peut être prononcée par le préfet. Et il peut y avoir évidemment aussi une amende. Ouais, très bien et
Oui, en fait, ça peut très bien se passer. On donne en tout cas les clés pour que ça se passe aussi bien. C'est pas effectivement quelqu'un qui arrive et qui qui défonce tout et qui dit: «C'est pas bien, l'établissement est fermé immédiatement». Donc ça peut aussi, très bien se passer, sans accroc. On a une question de Franck pour toi, Aminata. Est-ce qu'un outil dématérialisé de gestion des plannings, donc comme Combo par exemple, remplace, l'affichage papier? Non. Non. Non, non. Même si vous gérez vos plannings sur un outil comme, Combo, il faut forcément que vos plannings soient imprimés et affichés physiquement au sein de votre entreprise. Mais à Mmh. la limite, vous pouvez, imprimer, ce que vous effectuez, sur Combo et puis les afficher tout simplement. Ouais. Mais les présenter uniquement en version dématérialisée ne suffit pas pour le planning en tout cas. Par exemple, pour le RUP, enfin pour le registre unique du personnel, typiquement, la version des maths suffit. Pas Mmh. besoin d'imprimer. Et Tatiana demande: «Y a-t-il des inspections du travail dans les cantines scolaires?» Dans les cantines scolaires, oui, comme, Ouais, n'importe quel partout, autre on va dire. établissement. Mmh. Ouais, très Oui, bien. il peut. Une En pardon. En fait, à partir du moment où il y a des salariés, il peut y avoir inspection du travail, vous voyez? Ouais, absolument partout, ouais, c'est sûr. Mmh. Question plutôt pour toi, Gwenaëlle. On a Estelle qui nous demande, qu'est-ce que le plan de maîtrise sanitaire? Ah, on t'entend pas Gwenaëlle. Ou c'est peut-être moi, je sais pas. C'est bon, je suis revenue. Désolée. Le plan de maîtrise sanitaire, donc PMS, à pas confondre avec PND, puis on peut jouer au Scrabble toute la soirée si vous voulez. Le PND, c'est le plan de nettoyage et désinfection. On a souvent des clients qui confondent. Et le PMS, c'est le plan de maîtrise sanitaire. Donc, plan de maîtrise sanitaire, c'est l'équivalent du DUERP, dont parlait Aminata, mais pour l'hygiène. Grosso modo, c'est un espèce de méga document qui est censé reprendre, et je dis bien censé parce qu'en fait, on sait que dans les faits, c'est obligatoire. C'est pas comme le DURP, on se dit si on l'a pas, c'est pas grave. Non, le PMS, le DURP, c'est obligatoire. Le PMS, le plan de maîtrise sanitaire, on sait que dans les faits, honnêtement, chez nous, 80% de nos clients n'ont pas de PMS. C'est pas pour ça qu'ils se font épingler par l'inspection du travail. Si j'ai un inspecteur du travail dans l'assistance, il va me dire c'est pas bien. En fait, le PMS, c'est un espèce de méga document. Soit vous faites passer un professionnel pour vous établir un PMS, mais ça coûte un peu cher. Un PMS, ça peut aller de 1 000 à 4 000 euros pour mettre en place. Donc, c'est super cher. Mmh. Par contre, il se peut que vous n'ayez pas de PMS, mais que vous mettiez en place plein d'autres choses pour garantir l'hygiène et respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Je répète, c'est obligatoire. Mais par exemple, demain, vous avez une application comme Octopus HACCP où vous faites tout à la main, mais nickel. Vous avez un plan de nettoyage qui est à jour. Vous avez, enfin bref, la checklist du contrôle d'hygiène, elle est parfaite. Ils vont vous dire, de manière, comme disait Aminata, ça doit être gradué. C'est qu'ils vont vous dire, bah, en fait, je vous rappelle que vous devez avoir un plan de maîtrise sanitaire, mais je constate que tout ce qui est lié à la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire est déjà en place dans votre établissement. Donc, en fait, il faut que vous écriviez tout ça. Après, il y a plusieurs options. Il y a les applis HACP qui ne remplacent pas, mais qui peuvent vachement aider. On peut télécharger des PMS online, mais en fait, c'est comme télécharger un DERP online. Il n'est pas adapté à votre établissement. Donc, en fait, oui, vous avez un doc. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, mais vous l'avez. Mais bon, c'est Ouais. pas terrible. Donc voilà, le plan de maîtrise sanitaire, c'est ça. Et Mmh. c'est une des briques, c'est un des fondements de l'hygiène, c'est un des documents obligatoires dans la restauration. Et Mmh. les métiers de bouche et tout ça. Et avant de passer aux questions sur, une inspection, sanitaire, on a aussi une question de Catherine et de Sylvie, sur les allergènes. Doit-on afficher les allergènes pour les clients sur chaque plat? Alors, non, parce qu'en fait, sur le plat, ça ferait beaucoup de papier qui serait inscrit. Alors, en fait, c'est pareil. À la différence du droit du travail, la réglementation est un peu floue. C'est-à-dire que on dit que les allergènes doivent être à disposition du consommateur. À disposition, c'est différent de afficher. Ensuite, il y a deux manières. Soit vous savez exactement ce qui rentre dans vos plats. Et c'est super dur quand on achète des produits semi-transformés, des fonds de sauce, des trucs, etc. J'ai pris un produit, il n'y avait pas de gluten, j'ai changé de produit, hop, là, il y a des traces de gluten. Super dur. Donc, en général, dans un resto, c'est extrêmement difficile de connaître la liste exacte des allergènes, mais déconnez pas avec des trucs genre les cacahuètes et compagnie, parce que vous pouvez avoir des gens qui meurent. Donc, il faut faire super, super gaffe. C'est Par contre, vous devez tenir à disposition les informations. Donc, on voit deux cas de figure.
Ceux qui sont hyper stricts, ils disent, bah voilà, ça contient tel allergène, tel allergène, tel allergène. Et ceux qui disent, ça peut contenir. Et quand vous dites ça, en fait, vous vous protégez parce que, alors c'est pas cool si en fait il n'y en a pas et qu'il y a des gens qui peuvent rien manger du coup, mais en fait vous vous protégez. Et même des très grandes marques en supermarché et compagnie le font, ils disent trace de fruits à coque. Il n'y a pas forcément de fruits à coque dans le produit, c'est juste que ça, ils travaillent dans un atelier dans lequel il y a des fruits à coque et pour se protéger complètement, ils disent bah voilà, peut y avoir de la cross-contamination, donc il peut y avoir du fruit à coque dedans. Donc c'est une manière de vous protéger et de dire voilà, peut contenir des traces de, mais on vous conseille quand même de le faire pour filer l'info pour vos clients, parce que vous avez vraiment des clients, il y a le côté je suis un peu allergique et puis il y a le côté vraiment je vais finir à l'hosto et je vais décéder. Donc, jouez pas trop avec ça, c'est important de le dire. Et j'en profite, qu'il y a un autre sujet qui est un peu le hot topic de ce début d'année. Le 8 mars, il y a eu un nouveau décret qui est sorti, qui n'est pas sur les allergènes, qui est sur les affichages des viandes, de l'origine des viandes. Donc, c'est pas exactement le même sujet, mais sachez-le, parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de restaurateurs qui ne sont pas du tout au courant. Donc, pour ceux qui sont restés à l'information obligatoire, c'est celle d'afficher l'origine de la viande bovine, vous avez genre 15 ou 20 ans de retard. Ça, c'était il y a longtemps. Depuis 2022, la loi s'est enrichie avec le fait de devoir afficher les origines des viandes bovines, ovines, du porc et de la volaille. Donc, origine, c'est provenance, élevage, abattage pour ces 4 viandes. Les cuisses de grenouille ne sont pas concernées, donc c'est vraiment ces 4 types de viande. Et depuis 1 mois, vous avez aussi l'obligation d'afficher les origines des viandes des produits que vous achetez transformés. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était uniquement la viande crue ou surgelée, genre un steak, ce genre de truc. Là, maintenant, vous achetez des raviolis dans lesquels il y a de la viande, vous devez afficher l'origine. Ça, c'est obligatoire. Sauf, toujours une exception, HACCP, sauf si vous n'êtes pas au courant parce que ce n'est pas marqué sur l'emballage. Voilà, c'est votre seule, c'est votre seule planche de salut. Mais voilà, ça, c'est les allergènes, origine des viandes. C'est un peu de sujets qui sont souvent traités ensemble en affichage obligatoire. Donc, sachez que c'est tout nouveau, c'est tout frais. Et mettez à jour vos origines dans votre établissement. Super, c'est bon à savoir pour nos amis restaurateurs. Il nous reste peu de temps pour cette fin de webinaire, mais on va passer aux sanctions, enfin à l'inspection de l'hygiène, pardon. Gwenaëlle, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tout comme l'inspection du travail, ça peut avoir lieu n'importe quand? Et quel est l'objectif de cette inspection? Alors, n'importe quand, déjà pas le week-end. En général, ils bossent pas le week-end, ces gens-là. Donc déjà, tranquille le samedi et le dimanche. Bonne base. Alors déjà, souvent, ça se passe parce que vous avez été dénoncé, soit par des concurrents, voilà, pas très sympas, soit par des salariés, soit par des clients qui ont été malades. Ça peut arriver. Alors, très souvent, les dénonciations ont de bonnes raisons d'être. Si vous n'avez pas été dénoncé et que c'est des contrôles de routine, bah, ce que Julie a dit en intro sur le fait du renforcement de la police SSA, le fait qu'ils ont sous-traité à des sociétés privées comme un peu les prunes à Paris pour les voitures, donc c'est un peu le même principe. Donc là, ils vont contrôler beaucoup plus. Ils ont vraiment des objectifs de contrôle. C'est les préfectures qui contrôlent. Donc, ouais, les contrôles sont aléatoires. Ils débarquent et en général, ils vont toujours trouver quelque chose. Ça, c'est un principe de base. Ils vont trouver. C'est pas grave, c'est ce que disait Aminata en fait. C'est pas grave s'ils trouvent des choses. Nous, par exemple, on a eu l'inspection du travail chez Octopus il n'y a pas longtemps. Ils ont demandé de mettre des stores sur les fenêtres pour baisser la luminosité et puis des repose-pieds pour quelqu'un qui en avait envie. Bon, on n'a pas eu d'amende. Voilà, on a mis des repose-pieds et des stores. En HACCP, ils vont toujours trouver quelque chose. Il y a peut-être un étiquetage qui n'est pas complètement conforme et tout. Par contre, il y a des règles, il y a des choses qui sont vraiment dangereuses et on se rend compte souvent les restaurateurs ne sont pas au courant. Je sais pas, ils vont faire du sous-vide, ils vont le garder 10 jours au frigo, ils ne sont pas au courant que ce n'est pas légal en fait. La règle, c'est J+3 maximum, même pour du sous-vide. Donc, sinon, faire des analyses. Mais voilà, il y a quand même pas mal de gradations. Ils font pas non plus n'importe quoi. Alors, les sociétés privées, je sais pas trop parce que c'est un peu nouveau et il semblerait qu'il y ait des contrôles un peu à la cow-boy qui se fassent. Mais bon, ça aura le temps de se tasser. Et en effet, voilà, il y a les mêmes types de sanctions que ce qu'a dit Aminata. Il y a de la sanction de type corrective, sanction administrative, on vous donne un avertissement, on vous dit ce qu'il faut faire. Les sanctions pénales, procès verbal, etc., où vous pouvez avoir une contravention, et la fermeture administrative.
Je pense qu'à la différence du droit du travail, la fermeture administrative, c'est aussi pour laisser le temps de faire les travaux. Souvent, quand il y a une fermeture administrative, c'est parce que les cuisines, franchement, ça fait bien longtemps qu'elles auraient dû avoir un petit coup de frais, refaire des carrelages, refaire des évacuations, etc. Et ça oblige à faire des travaux. Souvent, c'est ça. Et Ouais. ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive. On arrive à la fin de ce webinaire. Je te pose une dernière question, Gwenaëlle. Est-ce que pour être en règle sur tout ça, il faut obligatoirement passer par un outil? Non. Vous n'êtes pas obligé de passer par un outil et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez un outil, c'est comme Combo, hein, c'est pas parce que vous avez un outil, si vous le remplissez pas, bah ça sert à rien. C'est sûr. Parfois, on a des clients qui disent non, mais j'ai Octopus. Ouais, mais tu fais pas ta traçabilité, gars. Donc, l'inspecteur, il vient, Octopus est vide. Donc, en fait, c'est pas Octopus va pas faire votre ménage, je fais pas la plonge, on fait pas la traça à votre place. En fait, peu importe le moyen, l'important, c'est le résultat. Vous devez faire vos contrôles à réception. Vous devez contrôler vos frigos tous les jours avec un petit thermomètre dans le frigo et pas juste avec l'affichage digital en haut de l'enceinte froide. Vous devez faire votre traçabilité, que vous découpiez vos étiquettes. Alors, le groupe WhatsApp, honnêtement, on a des clients avant qu'ils le faisaient, mais ça ne marche pas du tout. Parce que le jour où on vous demande de retrouver une étiquette dans un groupe WhatsApp, vous ne le retrouvez jamais. Vous devez étiqueter. Vous étiquetiez avec un marqueur sur une petite étiquette posée sur le produit ou avec une imprimante connectée et quelque chose qui est nickel. Vous étiquetez, que vous fassiez un plan de nettoyage à la main sur papier ou sur l'application Octopus. Vous le faites, que vous fassiez un contrôle température manuellement ou avec des capteurs de température. Nous, on propose ça à nos clients. C'est vraiment une chose qui vous font gagner du temps. Vous mettez des petits capteurs dans le frigo, ça relève la température toutes les 10 minutes, ça vous fait tout vous relever, ça vous alerte en cas de problème. L'important, c'est le résultat. C'est est-ce que j'ai garanti ma chaîne du froid? Est-ce que je suis en mesure d'apporter les preuves que j'ai garanti la chaîne du froid? Donc, quel que soit le moyen, l'important, c'est que vous fassiez vos relevés. Et je vous invite, si vous ne faites rien du tout, faites au moins sur papier, au moins l'essentiel, au moins la traça, les températures, le PND, et au moins c'est la base. Et justement, est-ce que toutes les deux, vous auriez, parce que là, le temps nous presse malheureusement, est-ce que vous auriez toutes les deux un message à retenir pour ces inspections? Aminata, je t'en prie. Oui, bah, moi, j'en reviendrai un peu à mon propos introductif. Je dirais que c'est mieux d'afficher énormément de choses que de ne rien afficher. Il y a aussi, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un de nos précédents webinaires, il y a aussi beaucoup l'attitude qui joue lorsqu'on fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail. Alors évidemment, sauf risque de mort immédiate, c'est-à-dire que s'il y a un inspecteur qui vient et qui voit, comme je le disais tout à l'heure, un salarié sur le bord d'une fenêtre sans être attaché ou que sais-je, là, évidemment, il y aura forcément sanctions et sanctions immédiates. Mais sinon, c'est beaucoup, il y a beaucoup une philosophie en fait, montrer patte blanche. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un établissement, je dis n'importe quoi, on est une dizaine, quinzaine de collaborateurs. Voilà, je sais que mon obligation, je dirais peut-être numéro 1 en droit du travail, c'est d'afficher mes plannings et de faire le décompte des heures de travail de mes salariés. Voilà, je montre que je le fais. C'est pas parfait, c'est pas grave, mais au moins, je suis dans une démarche, vous voyez, je le fais. Voilà, les documents sont là. Bon, il manque telle et telle mention. Ok, l'inspecteur va vous dire, attention, là, il manque telle mention, je vous mets en demeure de vous conformer, etc. Donc, il y a vraiment il n'y a pas qu'une volonté de sanction. Il y a aussi pour moi cet état d'esprit-là d'accompagnement et je le répète aussi, il y a vraiment une attitude de l'employeur à avoir. Il faut vraiment Gwenaëlle, elle prenait l'exemple, elle a eu un contrôle, on lui a dit, voilà, il manque des stores et des repose-pieds. Je pense que si elle avait eu une attitude qui consistait à se braquer en disant, non, moi, je ne mettrai jamais de repose-pieds, je ne mettrai pas de stores s'ils ont trop chaud, ils ont qu'à aller se désaltérer avec de l'eau. Voilà, l'inspecteur, forcément, il réagirait super mal. Et quand vous avez une attitude de OK, bon, voilà, vous êtes dans la pédagogie, compréhension, vous voulez essayer de faire des démarches, je pense que c'est mieux accepté par l'inspecteur du travail. J'étais un peu tendue quand même pendant l'inspection, il faut être honnête. Hein. C'était tendu J'étais hyper tendue. Tu avais peur comme beaucoup de mais personnes. ouais, c'est flippant, les gars. Mais pareil, un contrôle d'hygiène. Les gars, ils débarquent dans votre resto. Comme de par hasard, il est 11h45, vous allez démarrer le service. Le mec, il débarque en tenue de cosmonaute.
Vos clients qui sont là, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il dit arrêtez tout. Quand ça se passe comme ça, moi j'ai des restaurateurs qui m'ont raconté ça, mais en fait, vous flippez quoi. Enfin, c'est comme les CRS qui débarquent, qui entourent votre bagnole, vous n'avez rien fait. Enfin, il y a un côté quand même un peu de mise en scène qui est un peu flippant. Ça se passe pas toujours comme ça. Parfois, ils n'ont même pas une Charlotte, ils n'ont rien. Les sociétés privées, c'est pas nickel. Mais quand ça se passe comme ça, bah forcément, vous flippez. C'est normal. C'est normal. C'est aussi pour ça que soyez bien préparés. Moi, ce que je dirais, un peu à la différence d'Aminata, quand tu nous dis, voilà, en RH, faites le max, posez, montrez votre volonté et tout. Je vais vous dire, en HACP, si vous commencez de zéro et vous dites, je vais faire le max, c'est comme moi qui achète des baskets et qui me dit, je vais aller courir, je n'irai jamais courir. Parce qu'en fait, c'est too much pour moi. Donc, en HACP, commencez déjà par les bases. Par exemple, en HACP, on va vous dire, traçabilité, c'est 100% de vos produits. Ouais, sauf que mon sel, ma farine, mon huile, mon truc, mon machin, c'est pas clé. Oui, c'est obligatoire, mais j'ai jamais vu un client se faire allumer, sauf peut-être dans des EHPAD, des trucs hyper où il y a des vrais risques en fait pour les convives. Parce qu'il n'avait pas fait la traçabilité de son sel, honnêtement. Enfin, le jour où un inspecteur vous met une prune pour ça, bon, on va peut-être discuter avec l'inspecteur, mais déjà, les steaks hachés, le BOF, le poisson, toutes les denrées qui sont à risque, ce serait plutôt ça. C'est en HACP, c'est commencer déjà par les bases. Faites l'essentiel. Et après, vous pourrez monter parce qu'en fait, ça va changer vos habitudes de travail. Donc, il faut absolument que vous y alliez étape par étape. Ce qui est un peu différent du droit du travail, où il vaut mieux tout faire. Pas forcément tout parfaitement, mais au moins, vous allez réussir à le faire. Qu'en HACP, si vous mettez tout d'un coup, waouh, il faut embaucher quelqu'un à temps plein, en fait, et vous n'allez pas le faire. Donc, il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Mais je répète, dans les faits, vous êtes quand même censé respecter la réglementation. Je ne suis pas là pour vous dire faites n'importe quoi. Mais voilà, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Super, merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant. Je sais que vous avez plein de questions sur le chat, on n'a pas eu le temps d'y répondre, mais n'hésitez pas à contacter nos 2 entreprises, on serait ravis de répondre à vos questions. Merci Gwenaëlle, merci à Aminata. Donc Gwenaëlle, Octopus HACCP et Aminata côté Combo. Nous, côté Combo, justement, on a 2 gros webinaires qui arrivent le 22 avril avec nos partenaires Epongo sur la fidélisation clients et salariés. Et le 23 avril avec MyBizBox pour les hôtels et les restaurants. On va vous parler de 6 actions concrètes pour se préparer pour la saison qui arrive, qui semble chargée. Voilà, merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Vous allez tous recevoir le replay directement par mail ou si vous attendez juste un petit peu qu'on soit déconnecté. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et on vous a mis un petit sondage aussi, avant de fermer, on vous a mis un petit sondage. N'hésitez pas à répondre dessus pour savoir si vous souhaitez qu'on vous parle HACCP ou qu'on vous parle RH ou les deux. Comme ça, vous aurez des gens de nos équipes qui pourront vous appeler, qui pourront répondre à vos questions. Exactement. Merci beaucoup tout le monde. Merci.